Cet épisode de E égale RG2 est une présentation des industries Dormez-vous, les fabricants des gaz OX2Z et Z4. Avec le gaz OX2Z et Z4, une pof et puis paf. Consultez votre médecin, le gaz Z4 peut réveiller au contact de l'eau. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute première émission de E égale RG2 qui sera pendant tout l'été votre rendez-vous hebdomadaire où on va parler de Tintin. Je vais vous expliquer le concept de l'émission. À chaque semaine, on prend 2 albums de Tintin et on va les analyser de façon ludique, peut-être un peu philosophique. En fait, c'est l'album qui va décider de qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est ça un peu le concept. On va prendre les albums de Tintin, on va les analyser. Ça va être peut-être drôle, peut-être pas. Probablement drôle, on l'espère. Et pour faire ça, on a une belle équipe autour de la table. Moi-même, François Angers. On a également Olivier Morissette. Allô. Guillaume Plante. Bonsoir. François Jean. Allô. Et on a également Michel Gauthier, Mikey G. Ah, je ne suis qu'un vulgaire pousseux de bouton. À la mise en onde. Donc voilà un peu le concept de l'émission. Aujourd'hui, on va prendre les deux... En fait, on va y aller avec les 2 albums... qui étaient les 2 premiers albums édités pendant qu'on était petit garçon. Parce que Tintin a commencé avec l'album Au pays des Soviets en 1929, mais cet album-là a jamais été refait, a été édité vraiment plus tard. Alors nous, les albums qu'on connaît comme les 2 premiers Tintin, c'est Tintin au Congo et Tintin en Amérique, et c'est de ceux qu'on va discuter aujourd'hui. Oui. Et pour les intéressés également, suivez avec nous sur notre page Facebook qui est facebook.com/RGCKRL. On va mettre des compléments d'émissions pendant toute l'émission en direct. On va mettre des planches, des liens, des trucs comme ça. Alors, si vous voulez suivre avec nous, prenez vos albums. Si vous n'avez pas les albums, alors visitez la page Facebook pour des compléments d'information. Également, si vous voulez nous poser des questions sur la page Facebook, encore une fois, ou encore sur Twitter, quelques-uns d'entre nous sommes sur Twitter, utilisez le hashtag MatraqueMolle. Donc, c'est le hashtag qui sera en vigueur pour toute la série. Quelqu'un veut expliquer le concept de la matraque molle? Pourquoi on utilise ça? Je veux expliquer le concept de la matraque molle. Alors, Guillaume, pourquoi on utilise le hashtag matraque molle? Parce que Tintin est un homme indestructible. C'est une force de la nature. C'est pas un Belge, c'est une force de la nature. Ses 2 poings sont 2 bombes atomiques. Il n'est pas battable au combat. La seule chose qui peut contrer ce monument, c'est une espèce de, on dirait une semelle de soulier, que chaque gangster méchant avec une cicatrice de bord en bord de la face va donner un coup sur le crâne de Tintin seulement en twistant le coude. Il n'y a pas de mouvement de bras. Il fait juste rotation du coude complète et ça l'assomme d'une shot. Il s'est fait tirer dessus, il s'est fait rentrer dedans par un char, il s'est fait rentrer dedans par des buffles, rien à faire. Mais une matraque molle, knock-out Tintin. C'est sa kryptonite. C'est sa kryptonite. Donc voilà, hashtag matraque molle pour nous poser des questions, ou la page Facebook, facebook.com/RGCKRLRGHERGE. Dans quelques minutes, on va parler de Tintin au Congo, mais avant, une petite chanson qui est environ 66% pertinente, c'est Galaxy avec la pièce Zulu. For the
Galaxy avec la pièce Zulu sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission E égale RG2 où on parle de Tintin et on y va tout de suite avec le premier album qu'on va couvrir, Tintin au Congo. Premier album de Tintin. En fait, là, le premier album qu'il y avait sur les pochettes arrière quand on était petit. Donc, on commence comme ça. Album qui a été paru pour la première fois en 1930. À l'époque, Hergé publiait ses dessins dans le journal Le 20e siècle, un journal bruxellois. Il y avait un supplément pour enfants qui s'appelait Le Petit 20e. Donc, les aventures de Tintin étaient publiées à chaque jour, je crois, à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, Hergé publiait dans Le Petit 20e un album qui était donc paru en 1930, qui a été réédité à quelques occasions. La dernière édition en noir et blanc, qu'on va mettre sur la page Facebook dans quelques instants. Dernière édition en 1942, et Tintin était vraiment, il était bizarrement dessiné, des gros traits, un dessin vraiment. Moi, c'est avant que Hergé aille de l'aide là, pour dessiner. Là. C'était encore pas mal lui qui pilotait la chose. Ouais, ben ça, pour petit Tom, à l'époque, là, tu pouvais pas dire qu'il voulait apprendre sur le tas, mais il y avait pas de tas. Il y avait pas de tas, non, c'est ça. Hergé a fait le tas. Exactement. Ouais. Et donc, c'est ça. D'ailleurs, il le disait lui-même, Hergé, en entrevue, qu'il dessinait pas très bien. Et il avait raison. C'était pas juste pour se faire dire qu'il dessinait bien. Là, il dessinait vraiment. C'était pas terrible. Donc, en 1942, dernière édition en noir et blanc. Et là, en 46, Casterman, son éditeur de l'époque, lui demande de rééditer l'album. Il en profite avec son équipe de refaire l'album. Donc, l'album est beaucoup mieux. Et Tintin au Congo, dans le fond, c'est Tintin qui est un reporter qui s'en va au Congo, qui à l'époque était une colonie belge. C'était la seule colonie, une des seules colonies belges. Les Belges avaient, je pense qu'ils avaient échangé tous leurs choix au repêchage aux autres pays pour avoir la Belgique au premier pick. C'est celui qu'ils voulaient. Ils voulaient le Congo. Ils se sont dit, nous, on va échanger tous nos choix au repêchage. Ils ont eu le premier choix. Puis ils ont dit, après ça, c'est bon, on arrête là. Donc, Tintin s'en va au Congo. Mon Dieu, il rencontre plein de choses. Il y a plein de mésaventures. Il tue beaucoup d'animaux. Vraiment beaucoup. Tous les animaux. Tous les animaux. Et on va crever l'abcès tout de suite. L'album a été quand même très controversé. Parce que c'est assez raciste quand même. Oui, à chaque fois que je parle de quelqu'un de la série, oui, on va commencer par Tintin au Congo dans notre émission. La réponse systématique va être « Oh my God, il est raciste cet album-là ». Effectivement, les tintinophiles, ils adorent tous les albums de Tintin, mais Tintin au Congo, c'est comme le membre de la famille dont ils sont un petit peu gênés, genre le grand-papa raciste qui boit, ou bien le cousin qui était dans un band de ska dans les années 90. Tintin au Congo est absolument une merveille de xénophobie distillée. Autant dans le texte que... Ah, tout. Et c'est ça, comme François a mentionné, c'est une réimpression. Il a été refait de pied en cap. Ça veut dire que la première édition de Tintin au Congo était assez intense pour quelqu'un voit le Tintin au Congo que l'on connaît dans toute sa splendeur et se dise « Oh, voilà qui est beaucoup mieux! Ouais. » Et je me suis demandé... Qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans la première édition en noir et blanc pour que ce soit réédité comme ça? Ma première idée, c'est que Tintin, dans la version couleur, arrive avec sa carabine, gonne tous les animaux et voilà. Moi, je m'étais dit, coudonc, dans la première version, le premier effet que je me suis dit, à la place des animaux, peut-être que Tintin chassait des Congolais. Et là, t'as le gars de Casterman qui dit Tintin, peut-être pas une bonne idée. Je sais que c'est vraiment atroce ce que je suis en train de dire. Là. Ne m'envoyez pas des plaintes. Mais heureusement, c'est pas le cas. Non, on a eu la confirmation. On est allé voir l'édition originale. Et dans le fond, c'est pire, mais c'est pire. C'est pire dans le texte surtout. Surtout dans le texte, moi, les jokes ont été un peu polis là. Oui, c'est beaucoup de références au colonialisme de Belges, des Belgiques, voyons. Colonialisme belge. Oui, merci. Des Belgicois, je pense qu'on dit. Puis si c'est pas ça, ben ça va le devenir à partir de maintenant. Hashtag Matraquemolle. Hashtag Matraquemolle. Dites-nous comment on appelle les habitants de Belgique. Les changements qui ont été faits, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de références au colonialisme, comme par exemple, dans la version en couleur, c'est Tintin qui donne une leçon de mathématiques à des petits Congolais, alors que dans la première version, c'était Tintin qui demandait aux enfants « Quel est le nom de votre patrie? Est-ce que c'est le Congo? » « Non, madame, non, monsieur, c'est la Belgique. » Oui. Vous êtes des Belges, c'est de même, pis c'est tout. D'accord. Vous restez au beau milieu de l'Afrique, mais vous restez quand même en Belgique. Mais curieusement, il y a eu une dégradation sur certains points, comme dans la première version en noir et blanc. Tous les Congolais
commun, dit-on, parlait, pour employer une expression horrible, il parlait en petit nègre, l'imicier, l'imichant, l'imba, l'coco, l'y avoir peur. Mais les sorciers et les chefs de tribu, eux, parlaient avec un français exemplaire. Il y avait comme une éducation. Alors que quand il a décidé de retranscrire Tintin au Congo, tous les Congolais parlent comme des pauvres petits attardés mal éduqués. Incluant les sorciers et les chefs. Là. Oui, tout le monde, sans discrimination. Ça a régressé, là. Donc, il a évolué et en même temps, il a régressé sur certains points. Oui, c'est ça. Il s'est dit, je vais mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Mais c'est ça, c'était un nivellement par le bas remarquable de la part de notre ami Hergé. Mais c'est ça, c'est un drôle d'album parce que, justement, dans le fond, on lit ça. On a tous lu, dans le fond, Tintin au Congo, je pense que ça vient, tu viens au monde et il y a un album de Tintin au Congo qui apparaît chez vous, dans ta maison. Qui se génère spontanément dans toutes les maisons. Tu sais pas, il arrive d'où. Les pages sont un petit peu jaunes. Exactement, mais il est là. Parce que tout le monde a Tintin au Congo chez eux. Et ça explique peut-être justement pourquoi il y a beaucoup de gens qui trouvent Tintin un peu plate ou Tintin un peu arriéré, parce que justement on a tous lu Tintin au Congo parce que c'est le premier album. Quelqu'un qui veut lire les Tintins dit je vais commencer par le premier c'est Tintin au Congo. Alors il y a ça aussi, dans le fond on a tous lu cet album là, quand on était plus jeune. Il est raciste, mais en même temps on n'est pas viré plus mal pour ça. Il y a ce drôle de phénomène là aussi. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que... Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu un manque de fil conducteur dans Tintin au Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au fil de la lecture, en fait, surtout lorsqu'on finit la lecture, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On retient les anecdotes, on retient le racisme, la chasse, mais on oublie l'essence de l'album, puisqu'il se dilue un peu dans tout ça. Ouais, comme le P, c'est très rapide, comme tu dis, c'était publié en petits courts épisodes, on perd un peu qu'est-ce qui se passe dans le big picture. Oui, c'est très épisodique. C'est ça, Tintin, il est sur son bateau, il rencontre un méchant, il assomme le méchant, il arrive, il tue le 3/4 de l'écosystème africain. Après ça, là, on pogne un petit nœud. Là, il y a encore une fois les gangsters qui reviennent à la charge. OK, il commence à avoir de l'action. Là, il se bat contre le gangster, il se fait traquer, il court après, il se ramasse sur le bord d'une falaise, la chute. Finalement, il réussit à vaincre le méchant gangster. Et après ça, c'est quoi le payoff? 5-6 pages de Tintin qui tue d'autres animaux. Fin. Il tue vraiment, vraiment beaucoup d'animaux. Il tue tous les animaux. Écoute, c'est terrible. Olivier, toi, t'avais une théorie... Tintin, dans cet album-là, c'est ça, il a clairement vécu quelque chose dans le premier album, qui est le Tintin au pays des Soviets. Ouais. Qui a fait en sorte que dans cet album-là, il est complètement il est hors de lui. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Visiblement Tintin a quelque chose à régler là, en allant au Congo. Je pense qu'il va pas là pour fin professionnelle. Il va se ressourcer un peu. Oui, carrément. Faut qu'il gère sa colère. Puis je pense qu'il arrive de chez les Soviets, puis il a été bouleversé par le communisme. Clairement. Puis là, il va se ressourcer au Congo. Mais ça fonctionne pas très bien là. Non. Visiblement, parce que c'est ça, il détruit tout sur son passage, là. Pauvre Tintin prend le bateau puis s'en va vers le Congo, puis tout de suite est assailli là par le gangster qu'on découvrira plus tard qui est engagé dans le Capone. Ouais, qui a pas le nom, je pense. Non, c'est juste c'est Tom. Il s'appelait Tom. Mais tu sais, lui va attiser la colère de Tintin, puis c'est là que le vernis va craquer là plusieurs fois dans l'album. Donc là, Tintin, après son altercation sur le bateau, là arrive au Congo, puis là premièrement, il prend un véhicule là, avec Coco, son petit alcooliste, son boy. Ouais, son boy. Puis là, Tintin a soif de tuer. Ouais. Carrément. Première cible, l'alligator que Tintin rencontre. Tintin essaie évidemment de tirer sur l'alligator, mais là, a pas de balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il le torture. Ouais. Hein? Là, il va lui placer la carabine dans la bouche, ce qui va lui bloquer la mâchoire, puis on pense que l'alligator va mourir dans des souffrances atroces là, au fil du temps. Là. Ça, il tire une première balle qui ricoche sur l'alligator, et finalement, il se dit « OK, je vais me réessayer ». Et là, on voit vraiment Tintin à genoux, à 6 pouces de la face de l'alligator. Il veut vraiment gonner à bout portant. C'est ça, la colère est... Ouais, là, le vernis a craqué. Mais ce qui m'étonne dans cette scène-là, surtout l'alligator, et même le serpent plus tard, même le lion, c'est que ces animaux-là, on dirait qu'ils sont habitués à un certain rituel avec les peuples autochtones ou indigènes, où tout le monde est en parfaite harmonie. Bon, les Noirs ou les Congolais tuent les animaux. Il y a une certaine façon de faire, mais Tintin arrive là, lui, avec ses méthodes complètement abracadabrantes,
les animaux, ils comprennent pas. C'est pour ça qu'ils se laissent faire. Ouais, Ils comprennent pas. Ils ont jamais vu ça. Ben, ils sont Quelqu'un qui se met à désarçonnés. 6 pouces de la face d'alligator. Ils sont complètement désarçonnés. Ils comprennent plus rien de ce qui se passe. Là. Donc, je pense que c'est pour ça que Tintin réussit tout ce qu'il fait dans cet album-là. Oui. Les animaux, ils comprennent pas ce qui se passe. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme Tintin est une espèce invasive là-dedans, puis il déjoue toutes les stratégies de défense des animaux-là par sa colère. Là. Tintin est un peu un... Pour ceux qui lisent les bandes dessinées américaines, dans les comics, c'est un peu un Punisher. Oui. Dans cet album-là, c'est le Punisher des animaux. Ouais, effectivement. Il y a une espèce de soif de vengeance. C'est peut-être une colère envers lui-même aussi, je pense. Ouais, peut-être. Puis là, finalement, Tintin, on passe à l'épisode du train. Oui. Parce que là, Tintin fait dérailler le train des Congolais. Puis là, les pauvres passagers là, qui viennent de subir l'accident là, vont subir la colère de Tintin ensuite. Là. Ouais, ils se font insulter copieusement. Copieusement, parce que le train est tombé, puis là, ils voient Milou qui essaie de remonter le train. Hey! Aidez-le donc! Gang de paresseux, gang de caves. Et que là, finalement, plein de Congolais qui essaient de remonter la locomotive. Pendant ce temps-là, que fait Tintin, les amis? Il les invective. Il fait sweet fuck all. Ouais, oui, il regarde ça aller, là. Oui. Puis là, ben, Tintin fait amende honorable ensuite, puisqu'il va au village. Puis là, c'est là qu'il fait la leçon. Ensuite, là, qu'il fait le sorcier un peu, qu'il fait le médecin. Donc là, Tintin est en période de repos dans la période du village. Oui, oui. Mais vient ensuite un élément fatal, le gangster qui revient à la charge et qui attaque Tintin encore une fois. Ouais, c'est ça. Grave. Il l'a provoqué. En provoquant encore une fois Tintin. Puis, on sait ce qui arrive. Tintin prépare sa vengeance pendant plusieurs pages et pousse le gangster en bas de la falaise. Ouais. Première mort de la série. Ouais. Première Là, mort chercher, humaine. c'est le Tom, le méchant gangster, c'est probablement Tom Sbire son nom, parce que c'est un sbire. C'est lui qui donne la première commotion cérébrale à Tintin. C'est une matraque dure là-dessus. La technologie de Tintin au Congo était pas assez avancée pour avoir la matraque molle, mais c'était un bon coup de bâton bien asséné. Il était pas rendu là encore. Non, c'est ça. La mollesse de la matraque avait pas été développée encore. Mais c'est première commotion cérébrale de Tintin, c'est peut-être là, encore une fois, les neurones qui s'entrechoquent, un petit peu plus d'agressivité. Tintin décide que les rivières du Congo vont devenir rouges du sang de ses ennemis. Ah, effectivement. Puis là, ben, on sait qu'il va ensuite s'occuper de toute la bande. Là. Il va s'occuper du cas de toute la bande en se déguisant, encore une fois. Il va se déguiser en gangster, puis là, il va tendre un piège à la bande. Mais parlant de se déguiser, il y a un épisode qui m'a profondément troublé. Il y a un singe, à un moment donné, il y a un singe qui prend Milou, qui l'amène dans un arbre. Tintin se dit que la seule bonne façon d'aller sauver Milou, c'est de tuer un autre singe, de le dépecer et de se faire un costume avec la peau. Et il fait ça en 90 secondes top? Très, très peu de temps. Il est habitué, là. C'est pas sa première fois. C'est pas la première fois qu'il porte la peau d'autrui. Quand on dit que Tintin dans cet album-là est complètement, il est hors de lui, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Ouais. Il y a vraiment, il y a une soif de vengeance, il y a une colère, il y a quelque chose, il y a quelque chose de malsain chez lui, là. Ouais. Heureusement, là, arrive la rédemption de Tintin. Oui. Donc là, Tintin va rencontrer le rhinocéros, puis il va le faire exploser avec la dynamite. Rien que ça. Il le fait. Ouais, parce que le rhinocéros, la carapace du rhinocéros est trop solide pour les balles. Ouais. Parce que Tintin se dit, ça va faire un beau trophée de chasse. T'sais. Bon, on pourrait lancer un débat là, sur les trophées de chasse. Il y a eu le fameux lion il y a 2 ans. Là, Ouais, faut voir l'époque aussi. C'est ça, faut voir l'époque. C'est bon, on n'en voudra pas à Tintin. À cette époque-là, les gens chassaient les animaux pour s'en faire des trophées. Tintin décide de faire la même chose. Mais là, le lion veut pas. Pas le lion, mais le rhinocéros veut pas. Bon, ça fonctionne pas. Quelqu'un de normalement constitué ferait, bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas de trophée de rhinocéros. Tintin, non. Non, Tintin prend le vilebrequin, fait le trou dans le rhinocéros et insère la charge de dynamite. Et là, il fait sauter. Ouais. Malheureusement, ensuite, Tintin est confronté à l'image du rhinocéros qui est complètement explosé, puis fait la réalisation que la charge était beaucoup trop forte. C'est une métaphore, ça. Oui. Ouais, Tintin, là, est confronté devant ses actes, puis là, il se dit, il faut que je me calme. Ouais. Mais, pour sa défense, est-ce que quelqu'un d'autre avant avait fait imploser un rhinocéros? Comme tu l'as dit tantôt, hein, lorsqu'on est pionnier... il pouvait pas savoir. On apprend sur un tas qui n'existe pas. Exactement.
Donc quand même, mais c'est quand même long. Il s'en est pas. Il y a beaucoup de. Avant que ça arrive, il y a beaucoup de morts. T'sais, c'est un peu. Il y a quelque chose d'un peu de Tarantino. Oui, pour revenir au singe qui se fait dépecer pour que Tintin se déguise. Dans la première version des 1930, on va probablement mettre le lien parce que j'ai trouvé des scans de la première version. J'ai mis le lien sur la page facebook.com/RGCKRL. Allez voir. Merci beaucoup. Ça, dans la version en couleur, Tintin dit « Ah, God, j'allais tirer un autre singe pour prendre sa peau. » Mais dans la première version, François, t'avais noté une réplique quand même savoureuse de la part de l'ami Tintin. Alors, dans l'album de 1946, donc l'album que tout le monde connaît, Tintin dit « Ah, voici un autre singe, je vais le tirer, tout simplement. » Dans la version originale de 1942, il dit « Je vais commencer par oxyre un singe de la famille du premier, point d'exclamation. » Il est en colère, là. Il en veut personnellement à ce singe-là. Il dit, je vais détruire toute sa famille. Ah oui, il est en mode Liam Neeson dans Taken, là. Il y a des skills très particuliers, là. C'est carrément ça. Mais c'est, ouais. Écoutez, et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que c'est genre le cousin du singe, puis le singe, je le reconnais pas. Non. Ouais, malgré, mais il est bien intéressé par le chapeau, mais il reconnaît pas. Non, c'est ça. Il aurait dû dire, hey, Steve, c'est toi? Pourquoi t'as une face de Belge dans la gorge? Non. Le pire là-dedans, c'est qu'on parle de tous ces animaux morts-là et la scène est tellement ridicule qu'on passe au silence. La scène où il tire au fusil environ 15 gazelles. Ouais, une quinzaine de gazelles. Il y en a environ il en ramène juste une. Mais ça vient entre l'épisode du singe puis il y a tellement de choses, on peut pas tout, mon Dieu. Il y a trop de morts. Ah non, il est pas tant. Puis il y a le léopard aussi, qui s'infiltre dans une salle de classe alors que Tintin enseigne brillamment les mathématiques aux enfants. Et il décide de se débarrasser du léopard en lui faisant manger une éponge et en lui pitchant une chaudière d'eau dans le fond de la gorge pour que la chaudière gonfle, l'éponge gonfle. C'est pas de quoi qu'on fait. Et ça fonctionne. Ça marche. Ouais. Ça marche très très bien, là. C'est vraiment... Donc, Tintin, il a sûrement appris ça dans son service militaire, on présume. Probablement. Même si Tintin, il est supposé avoir 14 ans, là. Oui, toujours. Tintin, c'est supposé être un adolescent d'environ 14 ou 15-17 ans. 14 ans au début, puis jusqu'à environ 16-17 ans. Faudrait vérifier. Je vais essayer. C'est jamais clair non plus. Je vais essayer de vérifier dans nos lectures, mais je crois que il arrête d'avoir 14 ans au moment où on arrête de le traiter de freluquet. Parce que dans les albums, on le traite très très souvent de freluquet. Et il faudrait voir, je pense qu'au moment où on arrête de le traiter de freluquet, c'est à ce moment-là que Tintin devient un peu plus vieux. OK. Non, je sais pas. Probablement. Moi, son cadeau de fête. Son cadeau de fête. Ouais, son cadeau de fête. Ouais, non, l'étiquette veut qu'à 15 ans, se faire traiter de freluquet, c'est très gauche. On a un collaborateur avec nous à l'émission. Il sera pas là toutes les semaines. Oui, mais c'est vrai. Parce que il a une mission spéciale. Ça va être un peu notre Mythbuster. François-Jean. Oui, bienvenue à tous à cette première chronique de Tester sur des Tintins. Tester sur des Tintins, oui. Je vous explique comment ça fonctionne. Chaque semaine, je vais utiliser un élément très loufoque qui se produit dans des albums, des albums qu'on revise, voilà. Et je vais tester dans la vraie vie qu'est-ce que ça donne. Et là, dans ton premier test, tu as testé l'aimant, parce que Tintin dans l'album a une espèce de gros aimant, qui traînait avec lui visiblement. Oui, il y avait ça dans ses bagages. Il traînait un électroaimant de l'Europe en allant au Congo. Ça se passe à la page 29. Ouais, mais merci, c'est bien. Pour faire dévier les flèches. C'est ça. Alors. Et donc, toi, t'as essayé de faire dévier des flèches qui étaient projetées vers toi. Et je crois que ça s'est pas très bien passé. Non, ça s'est pas très bien passé, effectivement. Ce que j'ai fait, je suis allé sur les plaines d'Abraham, j'ai distribué des arcs à flèches à toutes sortes de gens qui traînaient là et je me suis mis contre un arbre. Et derrière l'arbre, je suis allé chercher à l'Université Laval un électroaimant industriel que j'ai branché sur une source de courant qu'il y avait dans ce coin-là. Et j'ai demandé aux gens de me viser avec les arcs. Et puis, ce qu'on apprend avec les lois de la physique, c'est qu'un champ magnétique, ça faut que ça soit très fort pour dévier la petite pointe métallique de la flèche, alors que tout le reste de l'inertie de la flèche est en bois et finalement en matériaux qui ne sont pas conducteurs. Non, pas du tout, c'est ça. Alors, j'ai été fortement blessé, presque mortellement. J'ai passé la semaine à l'Hôtel Dieu et là, ça va mieux pour cette première émission, mais décidément, à ne pas faire, c'est décidément quelque chose d'impossible. Bon, c'est très bien. T'as repris des couleurs quand même. Non, merci. Ça va mieux. C'est vrai que t'as l'air quand même pas si pire. Oui, c'est pas pire. Tant que la voix tient.
Ben, je me sentais un peu comme Jon Snow, là, après ce qui s'est passé, là, en tout cas. Oui, mais t'as bien raison. No spoilers, alors pas de voilà, divulgachage. C'est ça. Je vous invite à ne pas essayer cette expérience et il y en a plusieurs autres dans Tintin au Congo qui auraient pu faire l'affaire d'ailleurs, mais celle-ci me semblait la plus pour la prochaine émission, pourrais-tu manger une éponge puis boire une gorgée, une chaudière d'eau après? Sans problème, j'ai tout le matériel à la maison pour ça, mais à ne pas essayer en passant. Éponge, toi. Ben, j'ai ça. On va te retrouver tout à l'heure d'ailleurs pour une autre expérience en lien avec l'album Tintin en Amérique. Un petit truc moi que je voulais vous apporter comme ça. Donc, pour ceux qui peuvent aller voir, donc facebook.com/RGCKRL, on a mis le lien vers la première version de Tintin au Congo, la version en noir et blanc qui était des dessins assez brouillons, qui était beaucoup moins beau que ce qu'on connaît aujourd'hui. Si Tintin n'avait pas été redessiné, est-ce qu'on le lirait encore aujourd'hui? Ben, moi, je pense à Tintin au Soviet, là, qu'on lit peu, là, en fait, là, que peu de gens connaissent, parce que, justement, celui-là n'a pas eu le traitement jeunesse, là, puis, je me demande comment ça peut être agréable, là, de tous les lire, hein. À vrai dire, je pense que RG s'est posé la même maudite question que toi. Il se dit, hey, si je continue à dessiner de même, est-ce que le monde va le lire? Et qu'il a décidé de faire une petite mise à jour, faire une petite passe de couleur là-dedans. Ouais, non, mais je pense que vous avez raison, parce que, dans le fond, c'est ça même. C'est assez étrange. Allez voir ça, c'est à voir. Parce qu'on le connaît, Tintin, on le connaît. Ça s'est arrêté avec la mort de Hergé. Il n'y a pas eu d'autres versions. Tintin depuis les années 40, 50. Tintin a toujours la même allure. Le dessin s'est arrêté. Mm-hmm. On le connaît. C'est un personnage. Il est figé là. Il est figé dans le temps. Et je trouve ça quand même intéressant de voir ces vieilles planches-là, ces vieux albums-là, juste pour voir des mots comme Oxyre, qu'on utilise beaucoup moins. Et surtout pas pour des singes. Non, c'est ça. Oxyre des singes, c'est très rare qu'on fait ça. Mais c'est bien de voir ça dans un album comme ça. Ouais. Ah, puis je pense, si tu me permets, François, aussi, ils ont été raccourcis, là, ce qui a quand même facilité la chose, puisque je pense que la version originale, c'est 120 pages. 110, je crois. Ouais, comparé à un 60, là, dans la version qu'on connaît, là, tous, là, à peu près. 110 pages de carnage. Ah oui, c'est ça. Pour un enfant qui a grandi dans les années 90 comme moi, c'est genre, j'ai l'impression de voir Fido Dido, l'ancienne mascotte de 7-Up en noir et blanc avec un trait très grossier, mais à la place de faire du skate puis des passes de yo-yo comme tous les adolescents, ben il faisait un génocide zoologique. En bonne et due forme. Ouais. Bon alors, je pense qu'on a fait quand même le tour pour Tintin au Congo. Donc, allez voir ça, sortez l'album, relisez-le. Soyez outrés. Soyez outrés avec notre regard. Essayez de voir qu'est-ce que vous en pensez vous aussi. Si vous avez des questions, d'autres commentaires, si vous pensez qu'on a oublié des choses, #MatraqueMolle sur Twitter, sur Facebook, facebook.com/RGCKRL. On va écouter une autre chanson, cette fois-ci, pour l'album Tintin en Amérique. On s'est dit, Tintin, dans cet album-là, il s'en va combattre les gangsters de Chicago. Il s'en va là, mon Dieu, au-dessus de toutes les lois. Il s'en va, mon Dieu. Il est un peu... Il est un peu renégat. Il se lance, il est un peu renégat. Mm-hmm. On pourrait même dire qu'il se lance à la poursuite des gangsters comme un cave. Et justement, on va écouter Éric Goulet, qui reprend un succès de son groupe Possession Simple. Voici Éric Goulet et Comme un cave. Un jour elle a dû s'évader pour bien longtemps. Ces voyages l'ont surtout aidé à fuir les voix qui lui parlent par un an. Moi, comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom. Aujourd'hui, elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain, elle va repartir encore.
les autres que j'ai fréquentés successivement. N'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, ici présente en même temps. Moi, comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Elle part, moi je traîne dans les bars pour oublier jusqu'à mon nom. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Je suis amoureux d'elle et elle de moi. Des fois. Et quand elle part, moi je traîne dans les bars pour oublier jusqu'à mon nom. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Oh, 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 aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Oh, 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 aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore. Oh, oh, Éric Goulet avec Comme un cave sur CKRL 89.1. C'est toujours l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. On parle de Tintin en Amérique maintenant, le deuxième album pour nous, que nous considérons comme le deuxième album. Bon, plutôt de la série principale, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, la vraie série. Donc, Tintin en Amérique, Tintin décide, comme ça, sur une pinotte, d'aller lui-même, avec son petit chien, terroriser les gangsters de la ville de Chicago, à lui tout seul. Et oui. Quand même, fallait le faire. Et donc, un album qui commence, c'est beaucoup de péripéties, il se fait capturer dans le coma, plein de choses, et vers la fin, ça prend une tournure un peu étrange, Tintin qui se retrouve dans des lieux assez hétéroclites. Mais au départ, c'est ça, c'est très épisodique. Après 10 pages, il s'est fait capturer 3-4 fois, il s'est fait tirer dessus au moins une dizaine de fois. Oh, première page, il se fait enlever à la dernière case. Oui, exactement. Tout de suite, il sort, mon Dieu, il se fait déjà agresser, il se fait déjà la police, et on a suivi cet homme, une histoire de boomerang, mon Dieu, il y a plein de choses, il se fait tirer dessus, dans le coma, il se fait frapper par une, matraque est pas encore tout à fait molle. Non, la rigidité des matraques est encore là. Oui, hashtag matraque molle, on vous rappelle, pour nous poser des questions. Ouais. En Amérique, c'est des matraques semi-croquantes. Oui, exactement. Mon Dieu, mais même là, déjà à la 4e page, Tintin, il s'est fait... il y a déjà eu un accident de voiture, il est déjà dans le coma, il en sort quelques jours plus tard, frais comme une rose. C'est ça, c'est incroyable. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement un gaspille d'histoire. Là. Celui qui voyait ça une page par jour, on y voyait ça, Tintin se fait rentrer là-dedans, se fait rentrer dans... Pour ceux qui voient pas comme nous l'album, Tintin est sur le côté d'un taxi. Et le taxi se fait emboutir par un camion. Ouais.
Tintin se fait ramasser en civière et il se ramasse à l'hôpital et ça arrête là. Et là, que tout le monde se dit « Oh non, il est à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? » Mais non. On aurait pu avoir 8 pages où est-ce que on a genre un Au chevet gangster de Tintin, qui arrive, ouais. qui met du poison dans son soluté, Ouais. qui va mettre un oreiller, là. Qu'est-ce qui va se passer? Un univers de possibilités s'ouvre à nous. Et la case d'après, 3 jours plus tard, Tintin sort de l'hôpital. Et 2 cases plus tard, pouf, il tombe dans une trappe. Et encore une fois, pif paf, coup de matraque. Chicago, ville de vice. Ouais, c'est ça. Chicago, ville de trappe. Mais ça n'arrête pas, là. Au Ouais. début de l'album, là, c'est terrible, là. Il se fait... Écoute, il Faut dire que Ouais. Al Capone l'attendait. Hein. Oui. On avait vu avec la fin de Tintin au Congo que Al Capone l'attendait. Oui, Donc c'est là, lui qui tire les ficelles depuis le ouais. début. Donc, la ville de Chicago est comme une maison dans Maman, j'ai raté l'avion, pleine de pièges, prête à attraper Tintin. Donc, on pourrait dire que quoi, Al Capone a pris la ville de Chicago, il l'a complètement, il l'a peut-être réingénié. Je dirais pas ce mot-là, non, ça va mal se terminer. Il l'a Donc, patenté. il l'a patenté, exactement, à ses propres fins. Oui. Donc, oui. il savait déjà qu'est-ce qui allait arriver. Je pense que oui. Donc, il y avait un truc de prédétermination. Oui. C'était Maman, j'ai raté Tintin. Ouais. Mais Tintin, lui, ne m'a pas raté. Oh non. Parce que Tintin, il va prendre sa revanche. Ouais, Moi, il y a un effectivement. truc au début de l'album qui m'a un peu... je trouve que ça représente c'est une tendance lourde, je trouve, chez Tintin. Tintin, on est toujours prêt à lui donner un fusil. Alors que c'est un adolescent. 14 ans, là, c'est pas vieux. Moi, je me souviens qu'à 14 ans, on me donne un fusil, je sais pas quoi faire avec. Tintin, écoute, à la 4e page, un policier qui ne le connaît pas du tout lui donne son arme de service. Il lui dit, tiens, prenez ce pistolet. Ouais. Pour Et- affronter les bandits. Pour affronter les bandits. On lui donne des armes là, comme ça. Les gens n'ont pas peur. Ils disent voici petit garçon, voici une arme. Ça, qu'est-ce que je sais pas, moi ça représente, je sais pas, c'est aux États-Unis. Il y a beaucoup, on en parle encore aujourd'hui, ce qu'on a, excusez l'anglicisme, la gun culture, tu sais, aux États-Unis, ils sont beaucoup là-dedans. Mais là, est-ce que Tintin a été influencé par ça? Ouais, ben c'est sûr que l'album de Tintin en Amérique, là, c'est quand même un festival du cliché aussi, puis je pense que celui-là en fait partie. Là. Mais est-ce que Tintin est un porte-parole pour les lobbies des armes à feu? Est-ce qu'il y a ça ou je sais pas, mon Dieu. Ouais. Ben, à vrai dire, RG, je pense qu'à m'être renseigné un petit peu, il voulait commencer la série par Tintin en Amérique, mais c'est son éditeur, que c'était une espèce de catholique d'extrême droite, qui a dit « Non, non, tu vas parler des colonies au Congo! » OK, d'abord. Fait que quand finalement il a fait son deuxième, ben troisième si on inclut Tintin au pays des Non, on le Soviets, ferait pas. RG s'est dit « OK, je vais pouvoir mettre tout mon savoir infini sur l'Amérique. » C'est-à-dire probablement les films de gangsters, des films de Des films de cowboys cowboys et les films de donjons et les films de les films de cannes de conserve. de cannes de conserve. Alors c'est dit, en Amérique, d'ailleurs, la première case, c'est carrément Chicago, une ville de crime, où est-ce que tu vois comme un policier qui fait un petit bonjour à un bandit qui se promène avec plein de cash dans les mains, un fusil et un foulard devant la bouche. Alors ça met vraiment la table là, sur... c'est comme Gotham City, mais une ville sombre où le crime règne. Et Tintin s'en vient faire le ménage avec plein de guns. Ouais. Aussi, encore une fois, Tintin, oui, carrément. Il va réussir, mais à grands coups de fusil, là. Il va pas de main morte, là. Non, effectivement. Oui, c'est ça. Ben, justement, dans cet album-là, toi, Guillaume, tu avais une théorie selon laquelle, dans le fond, Al Capone, il a tout fait ça, il a patenté la ville à son image, mais il aurait très bien pu rien faire. Il aurait pu rien faire. À vrai dire, ça commence dans Tintin au Congo, comme on avait dit tout à l'heure. S'il y a un gangster qui court après Tintin pour le neutraliser, c'était Al Capone qui l'avait envoyé là. Pourquoi? Parce que Al Capone pensait que Tintin était allé au Congo pour scraper sa machination pour contrôler l'usine de diamants, alors que c'était pas vrai pantoute. On sait que Tintin était allé au Congo, rappelez-vous les amis, pour tuer. Pour tuer tout et tuer copieusement. Alors, s'il n'avait pas envoyé ce gangster-là, Tintin aurait tout simplement tué des animaux tranquillos, bien peinards, pendant que Al Capone aurait fait sa job de diamant. Et finalement, on arrive à Tintin en Amérique, où est-ce que ça commence? Deuxième case de l'album, c'est Al Capone qui fait... la bulle fait le 3/4 de la page. Carrément. Ben, c'est le quart de la page, mais quand même...
Et c'est là qu'il envoie plein de gangsters vers Tintin, qui lui fait juste réagir à ce qui se passe. Fait que finalement, chaque ennemi que Al Capone envoie vers Tintin amène Tintin plus proche de son but pour faire tomber son empire. Alors que si Al Capone avait juste compté de l'argent en riant comme tout bon gangster de l'époque faisait, il se serait absolument rien passé. Dans cet album-là, Tintin, il est au-dessus des lois aussi, là. Le Tintin, c'est un si bon. C'est plus dans les albums réédités, c'est plus ou moins clair, mais Tintin, ça reste un citoyen belge. Ouais. Il est plus vraiment reporter, mais ça reste un citoyen belge. Là, il débarque en Amérique au-dessus de toute loi. Il assomme un policier, Ouais. il vole une locomotive. Ouais. Je tiens à répéter, il vole une locomotive. C'est pas rien, là. Moi, je fais quand- ça, puis... Condamné à la pendaison. oui, aussi. Ouais. Puis, Et il y a à peu près aucune conséquence. Oui, c'est ça. Même comme un il se ramasse en prison parce qu'il y a un policier qui tire une épée qui lui tombe sur la tête. C'est surréaliste. Oui, oui. Et il se ramasse devant le commissaire qui dit « Ah, votre nom? » Et là, t'as Tintin qui fait juste répondre « Tintin, reporter. » Et là, la case d'après, t'as les deux policiers qui font un salut militaire et Tintin qui s'en va pendant que le commissaire s'excuse copieusement et Tintin, il a le menton bien haut dans les airs comme « Yeah, je suis Tintin, bitch! Ouais. Je suis au-dessus des lois. il se pavane avec son immunité diplomatique. » Son immunité titinomatique. Ouais. Ben, c'est ça, dans le fond. Tintin a une espèce de passe droit qui est pas accordé au Kidam, là, au Monsieur Tout-le-Monde, là. D'ailleurs, c'est là que je vais peut-être déballer une théorie qui va venir vas-y donc. beaucoup. Tintin, on connaît très peu son passé. Tintin est au-dessus des lois. Tintin n'a qu'à dire son nom pour que les lois ne s'appliquent plus à lui. Redoublons à ça que Tintin ne perd jamais quand il se bat à main nue. Mhm. Tintin se remet de ses blessures. Le temps de le dire. Ouais. Messieurs, j'aimais l'hypothèse maintenant. Vas-y. Est-ce que Tintin et Wolverine, le X-Men, ne feraient qu'un? C'est très possible. Il est de petite stature. Et... Il y a des drôles de cheveux. Oui, il y a des Ouais. très drôles de Drôles cheveux. de cheveux. Oui. Et quand il donne un coup de poing à un gangster, il prend toujours un seul coup de poing pour étaler son ennemi à terre. Est-ce que ce serait parce que les os de Tintin sont recouverts d'un métal indestructible qui font que chaque crochet du droit devient dévastateur? Mais, ben, t'as peut-être quelque chose, mais moi, je dirais peut-être, si Tintin n'est pas nécessairement Wolverine, est-ce que Tintin a été fabriqué par le projet Weapon X, qui est dans la bande dessinée de Marvel? Oui, la version belge de Weapon X, donc Weapon XX, probablement. Oui, probablement. Weapon Ou X. Weapon Weapon X. Weapon X. Ben, peut-être. On le sait pas. Ouais, On sait pas. L'armée belge, on la connaît pas. Là, on l'a jamais vue. On sait pas. Ils font sûrement des expériences comme ça. En tout cas, Tintin en Amérique met les premières pistes vers cette hypothèse. Non, mais c'est une bonne, c'est une très très bonne hypothèse. Oui, je à pense. chaque fois que Tintin se fait Je pense tirer qu'on fait quelque dessus, chose. la balle ricoche sur son crâne ou quelque chose de même. Moi, quand je me fais tirer dans le crâne régulièrement, la balle passe à travers l'os. Tintin, ça ricoche tout le temps. Alors, c'est de l'adamantium. Et justement, ce commentaire, ça m'amène sur la deuxième chronique testée sur des Tintins. Et oui! Parce que à la page 6, allez voir à la page 6, je vais profiter pendant que notre expert, notre Mythbuster, notre testeur François Jean va nous parler de ce qu'il a fait. Je vais mettre la case sur notre page Facebook. Dans cet album, à la page 6, il y a un gangster qui s'appelle Pietro et qui est vraiment pas très futé. Qui dit « Je n'ai plus mon revolver, mais voici une arme tout aussi terrible. » Et là, il se saisit d'un vase, un vulgaire vase dans lequel on met des fleurs. Donc, lui, il émet l'hypothèse qu'un pistolet, c'est la même chose qu'un vase. C'est tout aussi terrible. Et toi, François-Jean, tu as testé cette hypothèse et je crois que ça ne s'est pas très bien terminé. Ça ne s'est pas très bien terminé, effectivement. Alors, il y a effectivement Pietro qui projette, qui tente en fait de projeter le vase sur Tintin, mais écoutez, dans tout le slapstick de cette bande dessinée, la porte s'ouvre et c'est plutôt le chef des méchants qui reçoit le vase en plein visage. Alors, qu'est-ce qui est plus terrible, un vase en plein visage ou une balle de fusil en plein visage? Apparemment, le vase serait plus terrible. Fait que moi, je suis allé chez Aussi terrible. Aussi
on donnera pas quand même. Bon, quand même. Ce que j'ai fait la semaine passée, jeudi, je suis allé chez Armurerie Léger, sur Pierre-Bertrand, du moins pas loin de là. J'ai demandé à un expert de se saisir d'un revolver. Et j'ai aussi apporté un joli petit vase bleu que j'ai trouvé ici chez Emmaüs, pas loin. Et je me suis positionné et j'ai demandé de me projeter dans le visage une balle de fusil et le vase bleu en question. Et puis? Eh bien, la balle a fait vraiment mal. Vraiment, vraiment très mal. Heureusement, il n'a fait que ricocher sur mon crâne. Ah, t'es chanceux. Mais ça a été sanglant, hein? Ça a fait vraiment très mal. Et quand je me suis remis de ça 2 semaines plus tard, j'ai demandé au même type de me projeter au visage le vase. Et c'est vraiment moins pire. Ben sûrement. Envers et contre tous. Ben oui. C'est vraiment. Mais on aurait pu pas te faire ce test-là puis le présumer. Hein, non, c'est ça. C'est le but de cette chronique, c'est vraiment d'aller au bout des expériences. Donc, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille que personne qui pense à faire des gilets par vase. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la bande dessinée, le vase n'explose même pas lorsqu'il arrive dans le visage du bandit. C'est à croire qu'il est en vulgaire plastique, le deuxième vase qui éclate dans cette séquence-là. Donc non, j'infirme l'hypothèse de Pietro. C'est une piètre hypothèse. Donc Pietro, votre habillé. Moi, il y a un truc que j'aime bien, quelques cases plus loin. Il y a la première, on connaît tous Capitaine Haddock, bien sûr. D'ailleurs, moi, je sais pas pour vous les gars, mais ça fait très très bizarre de lire des albums de Tintin dans lesquels il y a aucun des personnages secondaires qu'on connaît. Il y a pas Haddock, il y a les Dupont dans Tintin au Congo, mais ils ont été rajoutés là, à peu près. Il y a pas la Castafiore, il y a pas Tournesol, il y a pas personne. Et là, Tintin, il est tout seul, mais il y a le premier... on connaît tous 1000 millions de 1000 sabords ou 1000 milliards de 1000 sabords. Et dans la page 7, il y a un excellent patois qui est 1000 millions d'ananas. Moi, j'adore ça. Ça fait vraiment beaucoup d'ananas. C'est une grosse fucking salade de fruits. C'est beaucoup d'ananas. J'ai essayé d'imaginer ça dans votre tête. Là. Pensez-y. Là, regardez 1000 millions d'ananas. Là. Ouais, ça prend une éternité à arranger. C'est très... Juste acheter 2 ananas, personne fait ça. Là. Fait que 1000 millions. Là. Le petit outil là, pour défaire les ananas en tournant, là, ça doit être... Écoute, c'est pointu, hein? Ça doit être douloureux. Par exemple, 1000 millions d'ananas, le patois est bien trouvé. Oui, il est très très bien trouvé. C'est dole. Mais ce gars-là, bon, il se fait bon. Ouais, il se fait rapidement. Tintin s'en occupe rapidement. Ouais. Ben tant pis, bon, mais j'ai beaucoup aimé ça, moi. 1 million d'ananas, ça m'a donné un petit boost parce qu'au début de l'album, j'avoue que c'est très épisodique. C'est même un peu plate à la limite. Mais là, après ça, Tintin arrive chez les Indiens et quand même. On pourrait croire encore une fois que Hergé va les prendre de haut, les Indiens, mais c'est quand même pas si pire. Non, ils ont un Becherel. Ils ont quand même une structure grammaticale, ils parlent quand même très bien. Bon, on répète pas les erreurs de Tintin au Congo. Là, tout le monde parle un français normatif. Oui, exactement. Au moins, assez proche. Là. En même temps, tout le monde parle anglais en théorie. Là. Oui. Tintin est fluent en plusieurs langues. Tintin arrive... Je sais pas, mais avez-vous déjà entendu un Belge parler anglais? Il a quand même un solide accent. Et là, il arrive à Chicago. Aucun problème. Un petit gars de 14 ans qui parle anglais, mon Dieu, sans problème. Ben écoute, les prochains nous montreront que Tintin ne parle pas qu'anglais. Oui, t'as bien raison. Mais toi, Olivier, t'as quand même une théorie aussi sur... En fait, ce qui se passe dans cet album-là. Ouais, en fait, Tintin fait beaucoup d'aventures dans Tintin en Amérique. Puis, je me demandais, mon Dieu, mais Tintin est bon dans tout. Ouais. Mais lorsqu'on regarde assez bien l'album, on se rend compte que Tintin est nul, en fait. Il n'y a aucune aptitude. Non, il n'y a pas d'aptitude. Mais, qu'est-ce qui l'aide à réussir? C'est que tous les habitants de l'Amérique sont pires. Ouais. Tintin se bat contre l'incompétence et c'est le plus incompétent qui perd et non pas le meilleur qui gagne dans Tintin en Amérique. On n'a qu'à penser aux Indiens qui cherchent leur hache de guerre durant des jours et qui laissent s'enfuir Tintin comme ça parce que personne ne trouve la fichue hache de guerre. Puis pourtant, elle est tellement mal enterrée. Là. Ah oui, le chef finalement tombe dessus puis il sort facilement un pied de la hache de guerre en plein milieu du village. Là. Donc là, est-ce que c'était... Je peux pas croire que c'est pas délibéré, là, cette incompétence-là. En même temps, si t'enterres une hache de guerre, tu veux quand même l'enterrer pas trop creux, tu sais. Non. Tu veux l'avoir à portée de main. Non, tu l'enterres, tu veux plus la retrouver, là. C'est le principe. Là, là, je pense qu'il y avait... il disait, OK, moi l'enterrer, mais... je pense que le chef avait le goût de la merde. Oui, il y avait... c'est ça.
Ensuite, Tintin se fait prendre par les cowboys, puis il se fait condamner à la pendaison. Oui. Un peu plus loin. Mais Ce qui arrive fréquemment. Là. Oui, mais après de nombreux essais, Tintin n'est toujours pas pendu. Le chef de gare a le temps de prendre une complète bouteille de whisky et Tintin n'est pas encore pendu parce que lui entend à la radio que Tintin n'est pas coupable finalement. Il dit je vais aller avertir tout le monde. Mais il sait très bien pertinemment qu'ils réussiront jamais à le pendre face à l'incompétence crasse D'ailleurs, quand Tintin se fait accuser à tort d'avoir volé une banque, et je vais dire texto, le banquier, je crois, qui dit « Oui, c'est tout ce que je sais. Ce matin, lorsque je suis arrivé à la banque, comme d'habitude, j'ai trouvé le patron dans cet état et le coffre-fort ouvert. J'ai donné l'alarme. On a immédiatement pendu 7 nègres, mais le coupable s'est enfui. Pendu 7 nègres. » C'est terrifiant comme phrase. C'est assez incroyable. Et c'est dit tout à fait comme ça, là, à la voix comme je te pousse. Qu'est-ce que t'as fait dans matin, François? Ouais, j'ai pendu, non, moi je le dirais pas. Ouais, non, Mais, en tout cas, moi je sais pas pour vous les gars, mais justement, cette séquence-là de la pendaison de Tintin, moi je pense que coupable ou pas coupable, c'est pas grave. Ces gars-là avaient envie de pendre quelqu'un. Ouais, c'est ça. Puis ils ont pris le premier gars du bord. Ouais, heureusement pour Tintin, encore une fois, incapable d'arriver à leur fin. Ouais, il aurait pu le pendre, il serait pas mort. Mais beau moment d'espoir. Page 38 pour ceux qui le lisent avec nous. Tintin se retrouve avec plein d'animaux sur cette page et aucun animal ne meurt. Tout le monde survit. Tintin court avec les animaux. Oui. Parce qu'il y a le feu. Le feu est le plus grand ennemi. Tintin et les animaux craignent le feu. Et donc ça apporte une belle communion, je trouve. Ça apporte un baume. Ce qui s'est passé dans Tintin au Congo. Probablement parce que le feu va contrer son facteur d'auto-guérison, parce que c'est Wolverine. On va pas l'oublier, s'il vous plaît. Non, on l'oubliera pas. Ouais. Mais c'est ça. Donc, donc Tintin, après tous ces épisodes-là, avec les cow-boys, la pendaison, tout ça, Tintin retourne donc à Chicago, et là, il perd Milou. Ouais. Et là, intervient un des beaux personnages qui est Mike McAdam, qui est le détective de l'hôtel, parce qu'évidemment, tout le monde le sait, il y a un détective dans tous les hôtels. Uh-huh. Si vous allez au Best Western, pas loin d'ici, il y a un détective. Chaque chambre a une Bible et un détective. Demandez-le. Si vous allez au Best Western, dans Saint-Roch, en face de Gabriel Leroy, dites, il est où le détective? Ouais. Ils vont vous le montrer. Il est là. Il est là pour ça. Il attend. Il vous attend. Donc c'est ça. Donc, cet excellent détective qui est vraiment un des pires détectives de la littérature. Il suit la vague du reste de la population américaine. Oui, je suis d'accord. Mais là, il va chercher Milou, mais il ramène n'importe quel chien. Ouais, dont un qui ressemble vaguement à Milou. Oui, c'est ça. Il est Milou-esque. Ouais, mais ce n'est pas lui. Et c'est ça. Mais donc, après ça, Tintin décide de se déguiser en vendeur de journal. Et il se retrouve pas loin au Gangsters Réunis, qui est une distillerie clandestine clairement affichée. Oui, non seulement c'est marqué, c'est une distillerie clandestine entérinée par le président des États-Unis. Je veux dire, soyez clandestin. Je vous mets un thumbs up. Faut pas trop réfléchir à ça parce que je saigne des yeux quand j'y pense, là. Mais il y a rien qui nous indique que c'est pas juste le nom de l'établissement. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Je sais pas, non, mais bon, moi je lance ça, là. C'est peut-être la marque du président. C'est peut-être oui, c'est peut-être le nom. Tu peux enregistrer ton commerce comme tu veux, là. Bon, c'est ça. Donc, et ensuite, l'album est presque terminé, et là, Tintin se retrouve dans un donjon. Ouais. Évidemment, parce que bien sûr, la suite logique de toutes ces aventures, c'est que Tintin se retrouve dans un donjon, déguisé avec une armure. Encore une fois, Tintin qui se déguise très souvent. Il y a eu beaucoup de déguisements à date dans la série. Ouais. Oui, il est en armure parce qu'il se ramasse à l'usine de conserve. Oui, bien sûr. Le chevalier. Alors, il est chanceux là-dessus parce que c'était l'usine de conserve, le gars tout nu. Tintin n'aurait rien eu pour se costumer. Aucune protection en plus. Et je veux voir les étiquettes de l'usine de conserve, le gars tout nu. Et là, ce qui s'en vient, ça m'amène à la première question, les gars. On a eu une première question via la page Facebook, facebook.com/RGCKRL. Et on va voir la réponse avec ce qui s'en vient. C'est Marc-André Fortin qui nous pose cette question. Je m'obstine avec une fille. Avez-vous la réponse à la question où Tintin se fait presque déchiqueter? Est-ce que c'est dans Tintin en Amérique? Si je gagne, j'aurai une pinte. Sinon, j'y dois un verre. Eh bien oui. Ben oui, Marc-André. Ben oui, Marc-André. On arrivait là, justement. C'est dans l'usine qu'est-ce qu'ils font, là? C'est du corned beef, je pense. Du corned beef, qui est du, c'est du cam, je pense. C'est pas du spam, moi. Mais moins bon. De la viande... viande préparée. De la viande préparée. Donc, il se ramasse dans cette usine-là. Et
Tintin se fait, mon Dieu, il y a évidemment un méchant. Tout le monde est méchant, là, tous les Américains sont méchants dedans. Il pousse dans le hache-viande et finalement... Il pousse dans la hache-viande. Et voilà. Donc, ça termine cette première aventure dans le monde merveilleux de Tintin. Voilà. Suivez-nous sur la page Facebook, facebook.com/RGCKRL. La semaine prochaine, on va avoir 2 albums pour vous, encore une fois. Les Cigares du Pharaon, le Lotus Bleu. C'est 2 albums, deux très bons albums, très intéressants. C'est là que ça commence à être bon. Oui, ça commence à être très bon. On vous remercie. Olivier Morissette, merci beaucoup. François Jean, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci beaucoup. Merci. Merci Mikey G. À la mise en onde, dans quelques instants, c'est la boîte à cassette avec Jean-Philippe Deschênes, François Angers. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.